le monde a profiter du merveilleux temps du Morbihan qu'on a vécu ce soir. On est au côté des locaux Jennifer. de Radio. Et on a avec nous aussi, mais qu'on vous représentera un peu plus tard quand tout le monde sera arrivé, Damien, donc qui est paludier à la. Pour votre information, donc Fanny et moi, c'est-à-dire Alain Guichou, nous sommes dans le Morbihan. Et Nicolas, qui s'occupe de toute la partie technique, merci encore, lui est en région parisienne. Hein. Et il est vraiment très déçu de ne pas être avec nous aujourd'hui. D'autant plus que, comme vous le voyez peut-être, on a des huîtres juste devant nous. C'est quand même très appétissant à cette heure-ci. Et on a aussi Aurélia qui est. Ah oui, Aurélia, excuse-moi Aurélia, je t'avais oublié. Aurélia qui fera des questions-réponses et puis on a une petite surprise aussi, quelques questions à proposer. Voilà. Restez derrière vos claviers puisqu'on vous sollicitera à plusieurs moments du webinaire. Alors, on est vraiment dans les conditions du direct, hein, donc vous entendrez parfois Harley Davidson. Voilà, un petit peu de circulation. Et puis, c'est une très bonne nouvelle pour Jennifer et Maxime, son mari. Il y a beaucoup de clients qui passent et qui repartent avec des bourriches ou des sacs gratuits. Donc, voilà. C'est les petites commissions du soir, les petites courses du soir. Visiblement, il y a des habitués. Hein. Et, pour expliquer un petit peu, ce que vous voyez derrière nous, c'est la baie de Quiberon. Donc, si certains ne connaissent pas, voilà, derrière nous, en fait, la portion de côte que vous devez apercevoir au large derrière nous, c'est Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon. Voilà, la presqu'île. Donc, moi, je suis Alain Guichou. J'interviens au titre de président d'AgroBraise. Donc, AgroBraise, c'est l'association régionale, comme son nom l'indique, qui regroupe des ingénieurs agro résidant en Bretagne ou intéressés par la Bretagne. Les ingénieurs agro, c'est les anciens élèves des écoles de Paris, Rennes, Montpellier, Toulouse, Nancy, etc. Donc, ils interviennent dans des domaines très variés, mais en général, ils sont intéressés par le monde du vivant, par la nature, par la mer. Et donc, au niveau d'AgroBraise, on a plusieurs activités. Et là, Fanny, donc à mes côtés, nous a proposé un projet qui nous a enthousiasmés, d'organiser des escapades gourmandes, donc de nous faire découvrir à la fois un terroir, des produits et des producteurs. On a trouvé que c'était une très bonne idée. Bon, vu le contexte sanitaire, on fait ça, comme on dit aujourd'hui, en distanciel, hein, par Zoom. Mais on aura l'occasion et j'espère que ça vous donnera envie de venir voir sur place, en fait, comment ça se passe dans ce coin absolument fantastique. Donc, Carnac, ça sera plus uniquement les alignements de menhirs, ça sera aussi des souvenirs gustatifs et d'autres souvenirs visuels. Voilà, Fanny. Alors oui, pour information aussi, donc ce webinaire est enregistré. À la fin, si vous le souhaitez, vous pourrez lever la main pour intervenir en direct. Et à ce moment-là, par contre, on arrêtera l'enregistrement. Donc, bah, pour le moment, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez par contre, je vais enlever là, c'est un peu facile. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions-réponses. Et voilà, Aurélia fera remonter vos questions et il y aura plusieurs temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention et à nouveau à la toute fin du webinaire où là vous pourrez intervenir de vive voix toujours si vous le souhaitez. Je crois que les informations nécessaires pour commencer. Oui. On regarde une petite vidéo. Alors avant de vous présenter un peu notre cadre, on voulait vous poser une petite question. Donc on a un petit sondage à vous transmettre pour savoir si vous connaissez un petit peu votre coin. Donc la première question, est-ce que vous avez déjà visité Carnac ou la Trinité-sur-Mer? Normalement, vous avez le sondage qui s'affiche. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à répondre. Voilà, donc pour le moment, on a 6 réponses. Il nous manque
encore une dernière réponse. Pour le moment, la majorité des personnes sont déjà venues dans un de ces 2 lieux, voilà. Et on a 2 personnes, par contre, qui ne sont jamais venues. Voilà pour le premier sondage. Merci. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas encore, je vous recommande vivement. Du coup, voilà, pour ceux qui connaissent déjà, voilà, et ceux qui ne sont pas encore venus, on va faire une petite présentation vidéo. Donc voilà, comme vous l'avez annoncé, on a le plaisir de vous accueillir à Carnac et présenter aussi la Trinité-sur-Mer. Donc on est à peu près à une demi-heure de Vannes, 3/4 d'heure de Lorient, face à la Vétine. Et en fait, c'est vrai que ce sont des communes qui sont plus connues pour leur tourisme, ADR, des sports nautiques avec bateaux de course, aussi pour le tourisme historique. Donc certains ont déjà dû visiter les événements Carnac. On a le port de la Trinité, qui est un port de plaisance très important, où vous pouvez voir toutes sortes de voiliers, dont des voiliers un peu plus importants que d'autres. C'est aussi des communes qui sont connues pour leurs prestigieuses résidences secondaires. Et nous, ce qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui, c'était aussi le terroir et le miroir de revenir à la Trinité. Donc c'est vrai que c'était un port qui, bénéficiant de l'abri en fait à l'embouchure de la rivière de Crac, était souvent le port de nombreux bateaux marchands. Et donc, qui dit commerce dit trafic, et donc douanier aussi. Et c'est pour ça que sur tout le littoral breton et également à Carnac et à la Trinité, on a le fameux sentier des douaniers, qui est un lieu de balade très sympa. Et donc parmi ces denrées en fait qui étaient commercialisées, donc il y avait le sel dont on nous parlera plus en détail Damien. Il y avait des salines il y a quelques siècles encore sur quasiment tout le littoral du sud de Bretagne, qui ont malheureusement quasiment disparu, presque disparu, sauvées par voilà, quelques personnes comme Damien. Et un autre produit emblématique peut-être de ce secteur, c'est l'ostréiculture, on parlera Jennifer, avec vraiment plusieurs miroirs, avec donc de l'élevage d'huîtres autant en pleine mer qu'à l'embouchure de mer. Sachant que c'est une production assez récente, puisque l'élevage d'huîtres a démarré à la fin du XIXe siècle et était juste là, les huîtres étaient draguées comme d'autres coquillages. C'est aussi un terroir agricole, surtout pour Carnac, qui aujourd'hui encore dénombre des marchés. Et, un petit peu toute l'identité gastronomique du territoire. C'est un territoire marchand, convergé autant de produits de la terre et de la mer, de l'intérieur du pays jusqu'à des terres étrangères, et que ces produits, en fait, se retrouvant sur un même territoire, ont fait émerger beaucoup de savoir-faire dont on a hérité encore aujourd'hui. Grâce à mes invités, vous allez pouvoir avoir un petit aperçu. Notre première invitée, donc Jennifer Génaud, donc, qui est ostréicultrice. Tu nous fasses découvrir ton métier et tes produits. Proposer une petite question à nos spectateurs, savoir si bien manger des huîtres, qui connaît déjà, et ouais, des huîtres, tu me parles bien de. Aurélia, si tu peux. Oui, donc normalement, la question s'affiche. Est-ce que vous avez déjà mangé des huîtres de Bretagne Sud? Suspense. 2 personnes. Et voilà, donc je vous affiche les résultats. Oui, du coup, la plupart des personnes ont déjà mangé des huîtres de Bretagne Sud. Que certains ont déjà les huîtres du Morbihan. Je pense qu'il y a plein de choses que tu peux encore leur apprendre sur cette point. Sur les huîtres? Ah oui, oui, oui. Sur les huîtres en général ou sur le goût qu'elles peuvent avoir? C'est pas facile de décrire un goût. En général, par ici, on dit qu'elles sont plutôt fortement iodées, donc bien salées. Et ça, c'est l'apport de la baie de Quiberon.
puisque justement, si l'ostréiculture s'est installée ici, c'est aussi parce que la baie a le gros avantage d'être entièrement remplie et vidée donc 2 fois par jour, ce qui apporte une eau extrêmement qualitative aux coquillages. On a une petite vidéo qui viendra en appui de ce que Jennifer va vous présenter. Si tu peux la lancer, Nicolas. Oui, oui, et puis n'hésite pas à mettre en pause si Non, on va déjà passer. Donc, le Pau, c'est un petit village entre Carnac et Plouarnel, où se trouve la majorité des ostréiculteurs carnacois. Là, une jolie vue. Ce que vous apercevez sont les bateaux spécialisés dans la culture des huîtres. Ça, ce sont les parcs à huîtres, donc, qui découvrent à marée basse sur l'estran. Et donc, les sacs que vous voyez, on appelle ça des poches. Donc, c'est là que vous passez, vont passer leur vie. Là, vous apercevez donc Maxime et Patrice. Et donc les huîtres sur les parcs. Et il retourne ses poches. On voit d'ailleurs que le dessus est toujours un peu plus sale. Et c'est là tout l'intérêt de le faire, justement. Évidemment, on peut faire ça que pendant les marées basses, à pleine mer et avec certains coefficients. Donc, quand la mer se retire vraiment beaucoup. On utilise aussi à fond plat pour transporter les poches dessus, les pontons. Les huîtres sont adultes, évidemment, on peut enfin les ramener. Et c'est plus le début encore. C'est pour obtenir les huîtres commercialisées. Là, vous ne voyez pas, mais en fait, on est juste sur la petite dalle à l'extérieur. Alors ça, c'est la partie calibrage. C'est-à-dire que les huîtres ne font jamais la même taille, le même poids pour être exact. Et donc, grâce à cette machine qui les pèse une par une, on va pouvoir les trier donc, selon les calibres. Donc, ça correspond aux différents poids des huîtres. Simple comme ça, mais si nous on était à la place de Patrice. Oui, il faut être un peu rapide, il faut avoir l'œil aussi pour détecter les coques. Évidemment, il y en a qui ne vont pas au bout du pain, et donc il faut être capable d'enlever les vides, etc., pour que le travail soit le mieux fait possible. Et donc là, poser une par une, la machine, vous avez vu, avec comme des bras un peu de flipper, va entraîner les huîtres dans les différents paniers. Donc à la fin du calibrage, on a toutes les tailles qui sont bien séparées. Donc on a la chance d'avoir le bassin à l'intérieur. Donc c'est un bassin de stockage avec de l'eau de mer, évidemment. Et là, une fois que les huîtres arrivent là, elles sont prêtes à être commercialisées. Ce sont les fameuses bourriches qui permettent de les transporter. Les huîtres plates dont je vais vous parler. Les petites gourmandises qui vont avec. Oui, alors, nous, l'ostréiculture, comme tu l'as dit, ça a à peu près, c'est un métier qui a à peu près 170 ans. Donc on est un métier bien moins ancien que le métier de paludier, ça c'est sûr. À l'époque, comme tu l'as dit, au tout départ, les huîtres étaient simplement cueillies à la pêche en ramassage naturel. Et puis, petit à petit, on s'est mis à les cultiver, essentiellement aussi pour protéger la ressource naturelle. Ici, on élève 2 types d'huîtres. Alors, on va élever la plus connue, on vous la montre, on a choisi un gros spécimen pour que ça passe bien à l'image. Voilà. Donc on va élever les huîtres creuses. Et puis on va aussi élever une qui est un petit peu moins connue. On essaie de la mettre dans la lumière. Voilà. C'est l'huître plate, qui a cette forme très arrondie. Le fameux pied de cheval quand on le retourne. Voilà.
Donc cette huître-ci, pour la petite histoire, c'est vraiment l'huître la plus vieille de France. Ça fait 200 000 ans qu'elle est à l'état sauvage dans la baie de Quiberon. Bon, il en reste un peu encore, malgré une énorme parasitose dans les années 70 qui a failli entièrement la faire disparaître. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher celle-ci. Donc celle-ci, on est allé très très loin la chercher. On est allé au Japon. Donc voilà, ce sont des huîtres d'origine japonaise et qui maintenant poussent très bien et s'acclimatent très très bien sur le sol français, enfin, dans la mer française. Pour la petite différence, les huîtres plates, donc je le disais, elles naissent ici en Bretagne Sud, donc dans la baie. C'est 95% des plates d'Europe. Donc quand vous mangez des huîtres plates de Cancale d'ailleurs, il y a de grandes chances qu'elles soient nées juste derrière nous ici dans la baie. Alors pour une question de température d'eau, celles-ci, elles vont plutôt trouver naissance, donc les creuses au sud de la Loire, puisqu'il leur faut une eau un petit peu plus chaude au niveau du stade larvaire. On a le temps de développer un peu la naissance des huîtres. Comment ça arrive? Ouais. Alors, vous avez tous sans doute dû voir déjà des huîtres laiteuses, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on n'en a pas là ce soir, il y a comme une poche de liquide blanc. À l'intérieur, ce sont les gamètes de la reproduction. Donc, les huîtres, quand la température de l'eau augmente un petit peu, donc courant d'été en général, elles vont s'ouvrir et lâcher les gamètes directement dans l'océan. Ce qu'il y a de magique, c'est que la fécondation se fait dans les milliers de litres d'eau qu'il y a autour. Et c'est à ce stade-là qu'on obtient donc une petite larve. Cette petite larve, elle est toute nue, elle n'a pas de coquille, rien du tout. Et son but, ça va être de venir se fixer sur quelque chose pour devenir une vraie petite huître. Alors là aussi, on met des collecteurs, donc des pièges à huîtres. Donc comme cet ancien collecteur, c'est ce qu'on appelle une tuile qui était montée en bouquet. Et alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a de toutes petites choses dessus. Eh bien, ça, ce sont des bébés huîtres. C'est ce qu'on appelle du naissin. Et ça, à peu près déjà 6 mois, mine de rien. On est à la taille d'un ongle de petit doigt, en règle générale. Donc ça, ce sont les anciens pièges pour les larves d'huîtres. Voilà. Donc évidemment, on les décolle et après, on les fait pousser dans les grands sacs noirs que vous avez vus dans la vidéo. Voilà. Alors oui, combien de temps ça dure? Ça va durer à peu près 3 ans. Donc, entre le moment où on les met toutes petites dans les poches et le moment où vous allez pouvoir les consommer, il va se passer à peu près 3 ans. On a vu sur la vidéo donc, plusieurs tâches en fait du métier d'ostréiculteur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dans le métier d'ostréiculteur, est-ce qu'il y a d'autres moments importants Non, vous avez vraiment montré les 2 moments les plus importants, c'est-à-dire la culture sur le parc, qui est vraiment la moitié du travail, et l'autre moitié qui se fait ici au chantier. Là, on va les calibrer. Et évidemment, la vente, mais ça, c'est comme dans tous les commerces. Et du coup, aujourd'hui, tu nous as apporté plusieurs huîtres donc, sur des creuses. Oui, c'est ça. Donc, on a différents calibres. Donc, oui. Les plus correspond à quel Alors, le plus petit chiffre correspond aux plus grosses huîtres. Donc, pourquoi? Parce qu'à l'époque où on calibrait à la main, quand vous avez un gros tas d'huîtres et vous ne savez pas par où commencer, c'est plus facile d'enlever les plus grosses. Donc, on commençait par les grosses. Donc, c'était les numéros 1. Et puis, après, on a mis des moyennes. Voilà, en numéro 3. Et puis, les toutes petites qui sont du 4 et du 5. Donc, c'est vraiment les plus petites. Ça va dans l'autre sens. Dans le Morbihan, c'est vrai qu'il y a d'autres miroirs en fait de huîtres. Comment tu décrirais, qu'est-ce qui, au niveau du goût, différencierait tes huîtres de celles, par exemple, du golfe du Morbihan? Alors, entre le golfe et la baie, on va dire que c'est à peu près équivalent. C'est-à-dire des huîtres fortement iodées, assez charnues aussi. Ce qui va vraiment pouvoir modifier un petit peu le goût des huîtres, c'est par exemple d'aller, ne serait-ce qu'en rivière d'Etel, où là, eh bien, effectivement, dès qu'il y a des huîtres en embouchure de rivière, elles vont tout de suite être un peu plus douces, puisqu'il y a cet apport d'eau douce permanent qui va aussi donc les enrichir. En gros, chaque point donc vraiment a un goût spécifique, et surtout chaque région. On incite nous les clients à visiter les autres régions aussi par les huîtres, évidemment, pour se faire une petite idée. Et d'ailleurs, justement, donc pour les gourmands qui seront au Poitou-Charentes ce week-end, on a nos amis donc, des agros de Poitou-Charentes qui organisent une visite de la cité de l'huître, c'est ça, et d'un chantier ostréicole avec, j'imagine, donc les dégustations qui iront avec. Et oui, on les salue et
Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser maintenant à Jennifer? Alors du coup, on a deux questions. Donc, je rappelle, si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à les écrire dans l'icône Q et R, questions et réponses. Et moi, du coup, je vais les retransmettre. Alors, les deux questions qu'on a eues, la première, c'est est-ce que le retournement des poches est-il pénible? Alors oui, c'est pas la partie la plus sympa du travail. En plus, les jours où Fanny est venue filmer, il faisait quand même un temps à peu près correct, ce qui n'est pas le cas bien sûr toute l'année. Alors les poches sont assez lourdes, on va compter au maximum aller entre 10 et 13 kilos quand elles sont quasiment à maturité. Il faut donc les retourner. Le petit problème, c'est que les tables, donc les supports que vous avez pu voir dans la vidéo, ont tendance un petit peu à s'affaisser dans le sol. Donc, de temps en temps, il y a quand même des parcs où vous êtes courbés en deux et il faut quand même faire ça pendant à peu près 4 heures. C'est-à-dire le moment où la mère découvre jusqu'à ce qu'elle nous chasse des parcs. Donc, 4 heures, puis en deux à retourner les poches, c'est pas toujours, c'est pas une partie de plaisir toujours. Il faut vraiment être passionné, je crois, pour faire ça toute sa vie. C'est vrai que l'important, j'en ai pas parlé, c'est très important de retourner ces huîtres parce que c'est ce qui va leur donner aussi cette jolie forme un petit peu arrondie. Ce sont les huîtres qu'on a bien travaillées. Pourquoi on les retourne? Parce que vous avez vu sur le dessus, il y a une couche d'algues qui va venir donc forcément par la photosynthèse entre la mer et le soleil. Et ces trous et ces algues vont boucher les trous des poches. Mais qu'est-ce qui passe par les trous? L'eau de mer évidemment, mais surtout les phytoplanctons dont elles se nourrissent. Même si c'est pas très agréable, c'est absolument essentiel dans notre métier d'aller tourner ces fameuses poches. Merci. Et du coup, la deuxième question, c'est pourquoi c'est le cycle de production, c'est 3 ans? Alors, c'est vraiment le temps qu'il leur faut pour accéder donc aux tailles qui sont commercialisables. Parce qu'au bout des 3 ans, dans la même poche, elles sont allées au même endroit, elles ont mangé globalement la même chose. Dans la poche, vous avez des très grosses, des moyennes et des petites. Il y en a à peu près pour tous les goûts. Donc nous, 3 ans, on vise cette date parce que c'est là où on va obtenir le plus de tailles dites moyennes, donc en l'occurrence de la 3, de la 4 et un petit peu de 2, parce que c'est aussi ce qui correspond le plus au goût des consommateurs. Si évidemment les gens, hier j'ai eu des clients qui venaient de Chine, eh bien eux ils ont l'habitude de manger des très grosses huîtres. Évidemment que du coup le cycle de production serait peut-être beaucoup plus long. Mais par rapport aux habitudes de consommation des Français, on tape autour de 3 ans. D'une année à l'autre, tu constates des différences dans le temps de croissance? Oui, tout à fait. L'année dernière, par exemple, un manque de phytoplancton sur l'ensemble de la Bretagne Sud et sans doute ailleurs, on s'est retrouvé avec des lots d'huîtres qui étaient très petits. Donc, on a eu beaucoup de mal à avoir des grosses pour la demande. C'était très rare. Et puis, il y a 2 années, c'est l'inverse. Beaucoup de soleil, ce qu'il faut en eau douce. Le cocktail est parfait, le phytoplancton abondant. Et là, vous avez des huîtres qui, comme on dit dans le jargon, qui galopent et donc qui grossissent très vite. Et là encore, il ne faut pas que ça grossisse trop vite parce qu'évidemment, plus les huîtres sont grosses, moins elles ont de clients aussi. Donc, il faut vraiment essayer de toujours jongler entre leur période de croissance et les périodes où on va en vendre le plus. En l'occurrence, nous ici à Carnac, on a deux phases de l'année où on en vend beaucoup. C'est Noël, comme tous les autres agriculteurs de France, et l'été, puisqu'on bénéficie aussi de l'attrait de la station au niveau touristique. Donc, c'est important d'essayer de cadrer quand même et de pas avoir trop de tailles qui ne sont pas les plus prisées par les clients. Si je comprends bien, le mythe, c'est vraiment un mythe que de pouvoir consommer des huîtres uniquement pendant les mois en septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, c'est manger toute l'année. Toute l'année, et puis ça a des racines très anciennes. C'est-à-dire qu'on consomme des huîtres depuis l'Antiquité, même si on ne les cultivait pas à l'époque. Donc il faut imaginer qu'à une certaine période de l'histoire, les huîtres étaient décoquillées, mises dans des amphores avec de la saumure et partaient en char à bœuf. Donc forcément, en plein été, on peut imaginer que c'est un petit peu un principe de précaution sanitaire. On ne mange pas d'huîtres l'été parce qu'avec les transports, forcément, les gens étaient malades. Et puis le deuxième, c'est Napoléon. Alors à l'époque, toujours que des huîtres sauvages, pas d'éleveurs. Et avec ces scientifiques, ils avaient quand même découvert que la laitance, c'était la période de reproduction. Et donc, pour préserver la ressource, on avait interdit de ramasser les huîtres dans les mois sans air, puisque c'était les mois où elles étaient laiteuses. Voilà.
sachant pour ceux qui n'aiment pas la laitance qu'elles ne le sont pas toutes en même temps. Donc des huîtres peuvent avoir des laités, voilà. Et donc il n'y a plus cette laitance à l'intérieur. Et au contraire, si on aime ça, on trouvera quand même son bonheur aussi. Est-ce que tu as un conseil de dégustation pour tes huîtres? Comment tu... Oui, alors les huîtres de plate, on n'est pas là parce qu'avec le réchauffement, on va arrêter un petit peu d'en vendre et d'en proposer. Mais c'est vrai que celles-ci, essayez de les manger nature, évidemment, parce qu'elles ont un vrai goût autre que l'iode qui est très intéressant. Et pour les creuses, un petit peu de citron, c'est toléré. Pourquoi pas avec un petit tour de moulin à poivre. C'est ce que font nos amis belges et hollandais et c'est une très bonne idée parce que ça révèle vraiment le goût de l'huître. Et puis, très franchement, c'est parole de voilà, mais essayez d'éviter le vinaigre et échalote parce que franchement, ça dénature un petit peu nos produits et voilà. Chez nous, vous ne trouverez pas ça, c'est sûr. Et les huîtres chaudes? Alors oui, aussi, c'est très très bon. Là, c'est pareil, il faut essayer de trouver des recettes un petit peu élaborées parce qu'il ne faut pas s'attendre à manger une huître fraîche quand on la prend chaude. Voilà. Vraiment se séparer de l'idée. Mais c'est très sympa aussi avec la petite sauce, un petit morceau de pain. Ça passe très très bien aussi. On a vu l'heure, je pense que tu commences à faire saliver. Oui, tout le monde, mais c'est pour nous. Et juste une dernière petite chose, comment on peut faire pour acheter, pour consommer tes huîtres? Alors évidemment, le plus sympa, c'est de nous rendre visite, puisque vous avez vu, on propose aussi une petite dégustation pour évidemment prendre exactement la place qu'on a là ce soir. Et puis sinon, on peut effectivement vous les expédier, donc par transporteur frigo en été ou classique en hiver. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un petit mail et puis on vous enverra la marche à suivre. Ça a donné envie. Mais venez, c'est quand même plus sympa. On fera en sorte de vous renvoyer effectivement les coordonnées de nos invités pour que vous puissiez faire une visite ou les contacter. Merci beaucoup. Merci. Jennifer. J'échange ma place. Pendant que on joue aux chaises musicales, avant de vous présenter notre second invité. Donc, voilà, Damien, donc Philippe qui est paludier à la Trinité. Et comme Jennifer nous fait l'honneur de se joindre à nous, de participer à notre première escape normande. Avant donc, que tu nous parles des salines et de ton métier, on avait à nouveau une petite question à vous poser. Donc, je pense que tout le monde ici mange du sel, mais on voulait savoir un peu d'où venait le sel que vous avez. Alors, normalement, vous avez le sondage qui s'affiche. Quelle est l'origine du sel que vous consommez? Alors, vous avez le choix entre le Morbihan, Guérande Noirmoutier, Réoléron, côte méditerranéenne, hors de France ou je ne sais pas. On a encore 3 personnes. Au supermarché ou chez mes courses, du sel de l'Himalaya. Ouais, ça, c'est la nouvelle C'est mode. le rose, ouais. Ouais. D'Hawaï aussi. Hawaï aussi? Ah ouais. Je pense que c'est du sel noir, non? L'Himalaya, c'est rose. Et du coup, je vous partage le résultat. C'est plutôt Guérande Noirmoutier. Morbihan, 0. Mais ça, c'était avant l'escapade. ce soir. D'accord, donc on a aussi, peut-être que tu pourras commencer à nous présenter un peu les salines avec en support Le film. un petit film. Puis, Vol d'oiseau, on est à un petit kilomètre, je pense, à peine. Hein. On est vraiment dans le même secteur géographique. Hein. La saline de la Trinité-sur-Mer, elle se situe à la sortie du chenal de la Trinité-sur-Mer. Vous voyez le port de la Trinité, c'est à proximité. Et là, ben voilà, on découvre les salines. Voilà, ben là, c'est la plage de Kerguelen, c'est la plus grande plage de la Trinité-sur-Mer. Et les marais salants sont derrière la dune sur votre droite quand vous regardez l'image. Et là, on voit Carnac. C'est le début de Carnac. Donc les salines, ça c'est un GR qui passe par les salines aussi, hein, le GR, c'est. Et là, on arrive en direction des salines. Voilà, sur la partie droite, on voit comment étaient les salines après leur abandon. Et puis là, bah, c'était toute la partie que j'ai remis en état de 2010. Voilà, il y a eu une remise en état de 2010 à 2012 où il a fallu tout remettre en état, les ponts, les niveaux, parce que la saline était abandonnée depuis 1960 en fait.
Donc, ça a été un gros travail de remise en état. On est sur un territoire du conseil départemental, un espace naturel sensible. Donc moi, je leur ai proposé de réintégrer la saliculture sur leur espace naturel sensible pour l'entretenir. En fait. Vous voyez dans le fond là, maintenant, mais date des années 1800 à peu près, je pense. Donc la vasière, c'est le premier stockage ou stock d'eau de mer qui alimente la saline. La saline par le comme la dure, justement. Et on stocke l'eau de mer à des coefficients de 90, 95 à peu près. Il faut une hauteur d'eau suffisante pour pouvoir stocker dans la grande réserve, qui alimente la saline, justement, là où on la voit, qui arrive dans le gobier. Voilà. Hop, il y a là un petit chemin où l'eau, elle serpente sous le talus, et puis elle arrive aux deux petites planches en bois que vous voyez de réglage. L'eau arrive ici. Et c'est moi qui ouvre les débits pour alimenter la saline, pour que dans chaque petit rectangle que vous avez devant vous, il y ait l'équivalent de 1 ou 2 cm d'eau. Voilà, il y a une évaporation optimale. Et les débits en fonction de l'évaporation, donc du temps, du vent. Si le vent est est, bah, c'est le vent continental, donc chaud et sec. Si le ouest, c'est un peu plus doux. Donc voilà, il y a toute une finesse sur le comment faire monter la salinité de l'eau dans la saline. Voilà. Termine sa course, l'eau elle tombe par gravité dans les œillets que vous avez de part et d'autre des livres, à gauche et à droite, la berge dans les œillets. Ça va un peu vite, hein. Moi je comprends ce que je dis, mais le film va assez vite. Et donc, ouais, voilà, donc les œillets ça fait 80-90 mètres carrés et on produit 800 kg de gros sel par an. Et la dure, c'est là où on met le sel en période de production. Le grenier à sel, c'est là où on met le sel. Aujourd'hui encore, le grenier à sel est utilisé? Bah aujourd'hui, le grenier à sel, il est fonctionnel pour le sel, pour stocker mon sel. Et après, moi, je l'emmène dans mon atelier. Ça a permis de faire revenir pas mal d'oiseaux. Là, c'est des tadornes de belon, avocette avec le bec qui pointe vers le haut. Voilà, cormorant qui fait sécher les ailes. Fini sur les petits îlots qu'on a construits en général avec des sternes. Ça permet d'avoir une diversité assez intéressante sur site. Au Marais Salon, il y en avait avant, hein, mais ça a apporté une diversité quand même sur le site. Là, c'est le travail de préparation où tous les ans on refait les ponts pour que le support sur lequel je travaille soit en état. Quoi. Parce que tous les ans, quand on travaille sur des ponts d'argile, les ponts d'argile s'effondrent tranquillement. Donc il faut remonter la vase sur les ponts. Voilà. Voilà, le travail, ce travail-là, c'est assez saisonnier, c'est de début mars à mi-avril à peu près. On appelle ça l'habillage. On habille la saline, on la remet en état. J'enlève la matière organique qui s'est déposée dans l'hiver pour retrouver les niveaux d'argile. Bah là, on voit sur la photo là, le film, le niveau gris, l'argile grise, pour avoir le support propre. Et là, accessoirement, il y a des moutons qui sont en pâture sur la saline. Parce qu'on est envahi ici par le bacari. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, parce que c'est un qui est venu d'Amérique du Nord, qui a été importé par les paysagistes, et nous, il stérilise complètement le sol et ça pose problème. Et là, c'est l'atelier qui me permet d'ensacher, de préparer les marchés, les commandes avec les étiquettes qu'on a fait avec ma femme, un artiste local. Voilà, là, c'est de la fleur de sel. Donc en production, vous avez gros sel et fleur de sel. Le gros sel repose sur les fonds. Alors que la fleur de sel, c'est comme la crème brûlée, elle est en surface. Vous utilisez la fleur de sel pour assaisonner vos plats après cuisson, alors que le gros sel, c'est pour assaisonner les plats pendant la cuisson, en fait. Accessoirement, avant, ça servait, dans les années 60, à la conservation de la viande, de la salaison du poisson, pour conserver tous les aliments. Puis le frigidaire est arrivé, donc besoin de gros sel, donc on a développé la fleur de sel. Et la fleur de sel s'appelait le sel blanc avant. Et dans les années 80, la coopérative de Guérande l'a développé commercialement, l'appelant fleur de sel, pour que ça ait une portée commerciale meilleure que le sel blanc. C'était un peu plus poétique et ça marche aujourd'hui. C'est la fleur de sel au piment d'Espelette, sur les viandes, les pommes de terre. Et puis voilà, c'est des petits bocaux que je vends en Biocoop. Et puis Stéphane, on a fait du chocolat avec un chocolatier. Le but du jeu, c'est de s'amuser aussi avec les produits qui sortent de la saline pour mettre en valeur au maximum le produit local et les artisans qui bossent sur la gastronomie du coin. Voilà. C'était un peu vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez à peu près compris, si ça n'allait pas trop vite pour vous. Voilà.
Moi, ce qui m'a surpris en fait quand je suis venue sur la saline, c'était vraiment de voir tous les détours en fait que fait l'eau. C'est pas du tout un chemin direct vers les œillets. En fait, elle passe, enfin voilà, on a l'impression qu'elle circule dans différents sens avant effectivement d'atteindre le dernier stade de concentration du sel. Ouais, en fait, on l'a vu rapidement sur le film, mais il y a les œillets, donc qui sont les cristallisoires sur la saline. Et tout autour, vous avez un circuit de chauffe en fait. Et plus on est au nord, donc moins on a de pluviométrie, plus on a de pluviométrie et moins on a de soleil, plus il faut un circuit de chauffe important. Si vous descendez sur Guérande, c'est quasiment du tiers. Et si vous allez à Ré et Noirmoutier, le circuit de chauffe est encore beaucoup plus petit, quoi, en fait. Là, on est vraiment à la limite nord de l'Europe, France et puis du monde finalement, là, parce que si les marais ont été abandonnés dans les années 60, c'est pour une bonne raison, c'est que le rendement n'était pas suffisant par rapport au prix. Donc, tout a été abandonné dans le Morbihan dans les années 60. Et puis là, il y a une reprise d'activité depuis les années 2000. On est 3 dans le Morbihan à faire tout ça. Et la Trinité-sur-Mer, Saint-Armel et Sarzeau. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sel? Ça a été un long cheminement. J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. Moi, j'étais en fac à Bordeaux, là, en environnement littoral, sur tout ce qui était des problèmes liés à l'érosion marine. Et puis, j'étais pas fait pour bosser en bureau, donc par élimination, je savais ce que je voulais pas faire. Puis d'un seul coup, j'ai vu un article dans un quotidien qui montrait une personne qui avait remis en état des marais. J'étais voir le boulot. Puis ça alliait tout ce que j'aimais, le contact avec la nature, le physique, et puis pas de mécanisation. On travaille vraiment c'est avec le vent et le soleil. J'ai pas de pompe, tout est fait avec l'argile est présente sur site, et puis en tout moment, c'est avec les bras et le soleil qui nous fait travailler ou pas. Il y a des années où il ne nous fait pas travailler, comme en 2012, on a eu 0 g de sel, et il y a des années où on en fait beaucoup. Donc, le fait d'être tributaire de la météo, ça me plaisait aussi pas. Un peu provocateur, mais le réchauffement climatique, ça doit. Oui et non, parce que le réchauffement climatique, il y a des périodes orageuses qui arrivent aussi, qui sont un peu plus fréquentes. Donc, qui dit orage, dit pluviométrie. Donc, pour un palier, la pluviométrie, c'est pas forcément bon. D'accord. Donc, après, nous, en arrivant à la Trinité, on avait regardé la saisonnalité des saisons depuis 1930. Et on constate qu'en fait, on est toujours dans le même cycle. En fait, c'est tous les 6 ans. On a des bonnes saisons. C'est un cycle de 6 ans. Donc, alors après, avec des températures plus fortes, mais des pluviométries plus fortes. Donc, finalement, pour l'instant, l'équilibre est quasiment le même. On n'a pas de. Pour l'instant, ça va. On verra. Il ne faudrait pas que le niveau de la mer remonte de trop. Ça, c'est un peu la crainte à Guérande, c'est que le niveau monte un peu quand même et toutes les digues sont vraiment fragilisées et ça commence à poser des problèmes au niveau pour l'entretien des digues. Et la région a fait des gros travaux pendant la tempête de Xynthia, sauf qu'ils ont dit que les prochaines tempêtes, ils mettent beaucoup d'argent pour l'entretien des digues. Donc ça peut être problématique pour les marais sur Guérande. Sur certains marais, parce qu'il y a des marais qui sont dans le fond, à qui ça ne pose pas de problème. Mais c'est à surveiller quand même. Voilà. Comment tu sens la récolte 2021? Est-ce que c'est une bonne année à faire? On peut pas trop savoir pour la récolte, c'est vraiment à la fin de la saison. On voit ce qu'on a produit, parce que là, on peut très bien avoir un super beau temps, puis on va se prendre des orages au mois de juillet, et puis du coup, la période de production elle a lieu de mai à septembre, grosso modo. Mais c'est vraiment précoce. En général, on commence surtout à la Trinité, juin, juillet, août, quoi. Et moi, ma saison, elle se joue sur 15 jours. Donc, du coup, 15 jours, c'est court. Et à la fois, ça peut être long si on les a pas pendant les 2 mois, des 2-3 mois de récolte. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à Damien? Alors oui, il y a des questions. Comment est purifié le sel? Le sel, la grosse différence du sel de la baleine, c'est qu'il n'est pas purifié, il se purifie par lui-même, puisque c'est un antiseptique, le sel. Quand Alors la question, c'était surtout au niveau des sédiments, en fait. les sédiments. La question, c'est quoi, du coup, pardon? Comment le sel est purifié? Comment enlève-t-on les matières, les matières organiques ou les sédiments qui pourraient se mélanger? Ouais, les matières organiques, en fait, elles sont enlevées avec une cribleuse. On a des tamis, en fait, des tamis de 9 mm et de 6 mm. Donc, on pose le sel sur le haut. Donc, les plus grosses boulettes d'argile ou les sédiments sont
ne passe pas la grille de 9 mm. S'il passe encore, il y a le tamis de 6 mm et après il y a un contrôle visuel à l'aspirateur qui enlève les sédiments en fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question, c'était ça, hein. Oui, c'était ça. Voilà. Enfin, de ce que j'ai compris. Accessoirement, c'est fait par un CAT qui travaille à Crac, avec qui je travaille, qui s'occupe que du tri de gros sel. Voilà. Et du coup, une autre question, quels sont les concurrents de la production saline morbihannaise et française? Bah, le Morbihannaise, je ne vais pas dire, ça pourrait être Guérande, mais pour la Trinité, moi, j'ai pas de concurrence. Je vends tellement dans un petit périmètre entre Lorient et Vannes, donc c'est dans un périmètre de 30 à 40 km. Donc moi, j'ai aucun concurrent en fait, quoi, parce que j'écoule tout mon stock dans ce périmètre-là et je refuse des clients. Donc du coup, même la concurrence. Et pour Guérande, si on passe à Guérande, c'est plus les salins du Midi, puis après, il peut y avoir du sel de Madagascar aussi. Les sels de l'Himalaya aussi. Après, Guérande, ils ont tellement réussi à avoir une renommée qui passe au-dessus de tout qu'ils n'ont pas une énorme concurrence. C'est plus les salins du Midi. Bizarrement, c'est très franco-français sur le marché du sel pour l'instant. Sinon, il y avait une question. Alors, vous avez présenté votre parcours. Est-ce qu'il y a des formations vraiment spécifiques pour être paludier? Oui, ouais, carrément. Bah, du coup, moi, j'ai arrêté les études et j'ai repassé un bac professionnel en saliculture en fait à Guérande. C'est la coopérative qui a mis ça en place dans les années 80 parce que la profession était en train de disparaître. Donc, ils ont mis un petit coup de boost en créant une formation pour accompagner les jeunes qui n'étaient pas issus du milieu salicole. Et du coup, bah, moi, j'ai fait une formation pendant un an, un bac pro à Guérande, avec un maître de stage et une saline à disposition pendant 6 mois qui correspond à la période productive de la saline. Et quand on n'est pas issu du milieu, ça permet de s'intégrer tranquillement dans le milieu des paludiers, ce qui n'est pas forcément évident quand on ne vient pas du tout du coin de Guérande et tout ça. Donc, mais la formation est assez bien faite. Ouais. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. J'ai une question. Ouais, je me demandais si vous aviez réfléchi à l'idée de vous associer à un producteur de beurre pour faire du beurre. Évidemment, en Bretagne, on consomme du beurre demi-sel ou du beurre salé. Donc, je sais pas si c'est dans les projets. Bah, ça aurait pu être dans les projets. Là, je suis plus orienté vers quelqu'un qui faisait du poisson salé et fumé. C'est ce qu'on disait tout de suite, c'est que ma production, elle est vraiment minime. Donc, du coup, ouais, vous je pouvez pas tout faire. peux pas tout faire. Donc le beurre, pour l'instant, j'avais demandé au beurre bordier de Saint-Malo, là. Après, la renommée de Guérande fait que la Trinité, dès qu'on sort du petit périmètre trinitain, on est complètement. Là, c'est vous, votre marché, il est local. Ouais. Là, je voulais faire du bien. caramel au beurre salé, et puis là, on bosse avec des chocolatiers. Puis Ce que j'allais dire. Ah ouais. Donc, chocolat à la fleur de sel, c'est tellement, c'est bien déjà. Et puis après, voilà, pour l'instant, la prochaine étape, c'est le caramel au beurre salé. Puis là, on va faire des sels de bain avec le sel agricole. Avec une amie qui fait des plantes, et on est en train de développer le cosmétique. Il y a plein de crèmes, de gommage qui pourraient être faits avec le sel. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, le cœur du métier reste le sel alimentaire, donc il ne faut pas trop s'éparpiller. C'est un peu le danger aussi. On peut se prendre au jeu, mais le but, c'est quand même de vendre du sel alimentaire et pas de vendre des crèmes de gommage, même si c'est intéressant de le faire. Je trouve ça assez passionnant de toucher à tous les domaines, puisque le sel peut aller aussi bien sur le sol pour désherber que sur votre plat de foie gras à Noël. Donc, taille est large. Manger une tartine de caramel au beurre salé dans un bain au. Mais c'est bien aussi. Hein. Et puis avant ça, avec un petit coup de foie gras et du champagne. Ouais, exactement. On va bientôt avoir de la vigne en Bretagne. Donc, oui, bon, il faut voir comment ça se passe cette année. ouais, ça n'a pas l'air de faire l'unanimité. À Belle-Île, le cas pas trop. Ouais, c'est là. Oui, on a d'autres questions s'il reste un peu de temps. Questions? Damien, et après, du coup, peut-être que pour la suite des questions, on pourrait, si on posait le souhait, on pourrait rallumer les caméras juste avant que tu nous dises où on peut trouver justement ton sel, comment on peut s'en procurer.
Bah, le sel, il faut venir dans le coin, il faut venir sur la Trinité. Je fais pas de vente sur le net parce que le sel, ça pèse lourd et Le transport le coût de transport, ouais, c'est un peu dommage. Donc, c'est Biocop, épicerie fine et sur le marché. Et chez Tivoli, pardon, le principal, il faut aller acheter des huîtres et du sel. Comme ça, vous pouvez vous avez un panier complet. Et sur le marché de la Trinité, le mardi et le vendredi. Ouais, ça reste dans un périmètre vraiment très très restreint. C'est au maximum. Avec ça, si on vous a pas donné envie de venir nous rendre visite. Alors, du coup, pour le dernier temps d'échange, si vous voulez poser votre question de vive voix, n'hésitez pas à lever la main, sinon on continuera, enfin Aurélia fera remonter à nouveau vos questions. Si des mains se lèvent. Ce qui est sympa, mais je sais pas si tu m'as dit que tu n'y avais pas pensé au départ, c'est que par exemple la Marraine, apparemment les parcs à huîtres sont d'anciens parcs productionnels. Oui, ils ont souvent fait les clairs à huîtres pour l'affinage des huîtres. Je me souviens que pour le tien, on était allé enlever des vieilles tables ostréicoles qui étaient dans cette oui, saline au tout début, ouais. Il y a eu les marais salons ont servi de clair pour affiner les huîtres, pour avoir la petite navicule verte qui permet de Jennifer en parlerait mieux que moi. Mais les marais salons ont servi à beaucoup de choses, de clair à huîtres, de décharge aussi, de construction pour les maisons. Maintenant, il y a plein de marais salons qui ont disparu ont été viabilisés pour faire des beaux lotissements et des belles maisons vues sur mer. Donc ça a été le problème des marais dans les années 70-80. C'est vrai que l'ostréiculture et la production de sel ont beaucoup de choses en commun. Déjà la localisation entre terre et mer et le travail de la marée sur la production des éléments et aussi l'argile. Alors moins maintenant pour l'ostréiculture, mais initialement peut-être pas au tout début, mais c'est quand même un élément qui est toujours essentiel dans la saliculture et qui l'a longtemps été pour l'ostréiculture. Oui. Ouais. J'aimerais poser une question. Est-ce que je peux poser une question? Oui, on t'écoute. C'est Armand ici, dans les Côtes d'Armor. Aux deux intervenants, j'aimerais un peu savoir quelles sont les institutions en charge de promouvoir votre produit, de faire la réputation du sel de Guérande et des huîtres. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cela? Alors, pour toi, Damien, je ne sais pas, mais nous, c'est une profession qui est assez organisée et hiérarchisée. Chaque secteur géographique a un syndicat. Nous, ici, c'est le syndicat du Pau. Ce syndicat dépend d'un syndicat dit Bretagne Sud, donc le comité régional conchilicole Bretagne Sud. Et on dépend au niveau national du CNC, donc du comité national de la conchiliculture. Comme on est quand même une corporation, on est assez nombreux, etc., on a à travers les taxes qu'on paye à nos syndicats, on a effectivement aussi une grosse promotion qui est mise en place. Donc, on peut parfois voir à Noël ou l'été de la publicité carrément à la télé, parce qu'en mutualisant notre argent, tout simplement, on arrive du coup à faire des publicités pour le produit, même à l'échelle nationale, et aussi pour les régions, du coup, par la même occasion. Je pense que pour toi, c'est plus compliqué. Ouais, pour le sel de la Trinité, c'est beaucoup plus compliqué parce que moi, je suis vraiment tout seul. Donc, je peux plutôt parler du sel de Guérande, où c'est la coopérative de Guérande qui a son service commercial et qui est complètement autonome et indépendant dans l'action. Donc, après, moi, je le connais plus trop. Mais je sais que la coopérative de Guérande s'est démarquée à une période des salins du Midi, parce qu'avant, les salins du Midi contre Guérande. Il y a eu cette période dans les années 80 où la coopérative a décidé justement de mettre sa commercialisation en étant autonome en fait. Du coup, eux, ils sont vraiment tout seuls de leur côté. Noirmoutier est tout seul et Lidéré est tout seul. Ils ont essayé de se lier, mais Noirmoutier avait peur de se faire avaler par Guérande parce que Guérande est plus gros, donc les gens sont assez indépendants dans la saliculture sur ce que je connais aujourd'hui. Après, à vérifier. Si je peux poser une question subsidiaire sans monopoliser la parole? C'est sur les huîtres. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à étaler davantage est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour étaler la consommation sur toute l'année ou est-ce que c'est pas un inconvénient pour vous? Non, c'est pas un inconvénient.
puisque de toute façon, on prévoit les stocks depuis très longtemps comme ça. Après, ils ont essayé la Saint-Valentin, forcément, parce que les huîtres ont cette réputation. Ils ont essayé sur la Saint-Valentin, ils ont essayé un petit peu aussi sur la fête des mères. Ils ont essayé l'huître de Pâques, mais il n'y a rien à faire parce que l'huître est vraiment ancrée dans la tradition des fêtes de fin d'année. Tant mieux pour nous. En plus, c'est un produit abordable, donc ça pose pas de problème c'est vraiment accessible à tous sur les tables de fête, c'est pas un problème. Et vraiment, après, sur le côté touristique, voilà, d'avril à la fin des vacances de la Toussaint. Mais non, c'est pas gênant parce que c'est pas un produit qui, comme le sel, finalement, ça se garde bien. Du moment que, voilà, sur 6 mois, on a quand même 2 grosses balances, on est plutôt content. Voilà. On a essayé avec d'autres choses, mais non, pour la fête des mères, ça reste les fleurs et les huîtres, peut-être un jour, mais non, pas pour l'instant, ouais. Je pense que pour la fête des mères, une huître avec une perle à l'intérieur, ça peut être Ah sympa. oui, ça peut être sympa. On en a parlé d'ailleurs, mais malheureusement, les perles issues de nos huîtres, ça peut arriver. Mais elles sont en calcaire, donc elles sont beaucoup moins brillantes que celles de. Ouais. Il y a moins de nacre. Voilà, il n'y a pas du tout même. Donc du coup, ça fait des petites boules de calcaire. C'est sentimental, mais ça s'arrête là. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Romain? Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, l'huître est pas un produit périssable. Voilà, non, tant qu'elle est dans l'eau, il n'y a pas de souci. Elle peut continuer sa vie. C'est ce qu'on disait. Après, c'est plus un problème de calibre et de taille qui va plaire aux consommateurs. Mais globalement, on pourrait partir en vacances, on les laisse dans l'eau, il n'y a pas de souci. On pourrait peut-être même partir plus. Mis à part les poches qu'il faut retourner, elle peut continuer sa vie à peu près 50 ans sans nous, en fait. Il n'y a pas de prédateurs? Ah si, il y en a. Si vous me laissez 2 petites secondes, je vous les montre. Ouais. Il y en a 2. Alors, on va en parler parce que c'est toujours un petit peu original. Le premier, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, attends, on est où? Voilà, on va le rapprocher. On est là, donc ça, c'est l'étoile de mer. C'est très connu, hein, les enfants aiment bien les ramasser sur l'estran. Alors, c'est un très gros prédateur de l'huître qui va venir comme ça se placer sur le côté. C'est fou comme animal. Et grâce à la force de ses bras, elle va réussir à ouvrir l'huître qui va s'épuiser à essayer de rester fermée. Et donc, elle va jeter son estomac à l'intérieur de la coquille et la digestion se fait directement dans la coquille d'huître. Donc ça, c'est un très, très gros prédateur des huîtres ici dans la baie. Et puis, le deuxième est un petit peu moins connu. Ça ressemble à un bulot. Ça, c'est ce qu'on appelle un murex ou un bigorneau perceur. Et comme son nom l'indique, il va venir se poser sur les coquillages et il est équipé pour faire un petit trou à l'intérieur de la coquille. Et là, c'est pareil, une fois que l'huître est percée, eh bien, il va pouvoir la dévorer directement. À eux deux, sans compter les dorades royales qui les mangent aussi en eau profonde, à eux deux, c'est 100 tonnes d'huîtres par an en Bretagne Sud qui sont dévorées. Ouais, sachant que nous, petite exploitation, on produit autour de 60 tonnes d'huîtres. Donc, ça veut dire qu'elles mangeraient tout chez nous, plus encore 40 tonnes chez le voisin, quoi. C'est absolument énorme. Voilà les deux principaux prédateurs de nos huîtres. Ouais. On va la remettre par là. Et l'homme aussi, non? J'imagine que parfois vous avez des vols, non? Un petit peu. Nous, ici, ça reste vraiment du ponctuel, c'est-à-dire que les pêcheurs à pied peuvent effectivement ouvrir quelques poches et se servir directement. Les vols entre professionnels interviennent plus au large, donc là où ils draguent les huîtres au fond, parce qu'effectivement, hop, on peut draguer. Sinon, on est quand même pas à la hauteur d'Arcachon en ce qui concerne les vols. Et là, quand ça atteint plusieurs tonnes, c'est clairement des professionnels qui malheureusement se volent entre eux, quoi. En petite info, on a quand même développé depuis quelques années une huître GPS. Donc, à l'intérieur des poches se cachent parfois des fausses huîtres qui émettent un signal. Et donc, en cas de vol, la gendarmerie active le signal et on retrouve les poches. Donc, il faut faire attention quand même. Parce qu'au bout d'un moment, elles sont quand même bien dissimulées. On a tenté des moyens de limiter ces actes de malveillance. Ça équivaut dans l'agriculture, pour toi comme pour nous, aller voler sur nos parcs ou aller voler dans les salines. Ça correspond quand même à aller cueillir des pommes chez quelqu'un ou dans un maraîcher, quoi. Nous, ça paraît pas grand-chose, mais de rien, c'est quand même notre produit de travail, quoi. Donc voilà, il y a assez à faire en pêche à pied quand même. D'autres questions? Si d'autres spectateurs veulent rejoindre le plateau, hein, vous levez la main comme Armand l'a fait et vous pouvez intervenir librement dans cette fin d'atelier. Sinon, j'ai quelques questions qui ont été posées par le webinaire. Donc,
où il n'y a pas eu de réponse pour le moment. Avec quel chocolatier travaillez-vous pour le sel? Et quel chocolatier? Au Régal chocolatier doré, au Régal breton, on reste sur du très local quand même. Ok. Il y avait une question aussi par rapport à la formation de paludier, si c'était une formation obligatoire pour s'installer en tant que paludier ou Non. Après, c'est obligatoire si vous faites le parcours classique d'un jeune agriculteur qui demande les aides à l'installation et si vous rentrez dans le cadre administratif. Après, vous pouvez très bien être paludier sans tout ça, hein. Moi, j'en avais besoin parce que c'était un outil pour moi pour avoir un bagage suffisant technique pour pouvoir venir tout seul à la Trinité. Mais on peut très bien être paludier sans formation. Ça dépend comment vous voulez exercer le métier. Vous pouvez être pluriactif, avoir 10 œillets à faire juste pour vous à Guérande en ayant un autre boulot à côté. Enfin, tout est possible en fait. C'est juste au niveau administratif pour avoir l'aide à l'installation et pérenniser un peu son entrée dans le métier, quoi. Alors que nous, c'est l'inverse. Sans diplôme, on n'a pas le droit, on n'a pas d'accès aux concessions. Donc, on ne peut pas louer de parc à huîtres à l'État et donc, on ne peut pas faire pousser d'huîtres. Donc, on est obligé pour ça de passer un diplôme. Alors après, la différence aussi, c'est que les marais salants peuvent appartenir à des privés. Sauf que les concessions appartiennent à l'État. Donc, c'est la grosse différence. Si vous pouvez acheter des marais et faire vos marais comme bon vous semble, en fait, quoi. C'est la grosse différence avec l'ostréiculture où il y a tout sur les marais salants. Il y a du privé, du public. Quand vous êtes sur du privé, vous faites ce que vous voulez. toujours sur le sel, est-ce que il y a des sous-produits dans la production où tout ce qui est produit peut être valorisé en gros sel ou en fleur de sel? Ouais, si on se débrouille bien, en sous-produit, hein, parce que après en fleur de sel, vous pouvez tout valoriser, mais en sous-produit, ça peut très bien être le sel qui est sur la route, hein, du sel agricole. Vous avez, en fait, tout peut être vendu si vous vous débrouillez bien dans vos débouchés commerciaux, ce que j'ai pas encore réussi à faire. Donc, Avec les coquilles aussi. mais le sel, ouais, le sel, il est, c'est ce que je trouve assez passionnant dans ce produit-là, c'est que vous pouvez tout valoriser, quoi. Sel de très mauvaise qualité, mais normalement, si vous êtes un bon paludier, vous en faites pas. Donc, le but, c'est d'en avoir le moins possible et d'avoir du sel le plus beau possible pour le valoriser le plus possible, en fait. Et puis, votre sel, il est un peu à votre image aussi. Comme les huîtres, le but, c'est de produire un sel qualitatif ou des huîtres qualitatives, quoi. C'est une image de marque. Quels sont les critères pour le sel, sur la qualité du sel? C'est la couleur. En fleur de sel, plus la fleur de sel est blanche, plus elle est qualitative. Quand on était à la coopérative de Guérande, on avait un flash en fait qui nous prenait en photo notre fleur de sel et qui nous donnait notre qualité. On avait des primes à la qualité. En fait, plus la fleur de sel était blanche et moins elle avait d'impuretés, des petites boulettes d'argile ou des moustiques ou je ne sais quoi. Et on avait une label rouge et le gros sel, c'est pareil. On avait des grosses remorques. Ils carottaient dans la remorque et puis ils faisaient une photo de la carotte et en fonction de l'état de votre carotte, vous aviez vos qualités de sel. Et comme on avait des primes, l'intérêt c'était de gagner un peu d'argent. Donc le but c'est de produire du beau sel. Donc, au-delà du côté financier, c'est aussi sympa de sortir un beau produit quand même. Ouais, bien sûr. Sur la question, je m'en éloigne un petit peu, mais une autre externalité, enfin un autre, c'est pas un sous-produit, mais oui, des salines, c'est au niveau de la bifaune qu'on a déjà parlé, mais peut-être ressouligner à quel point c'est important. C'est vrai qu'une saline qui est remise en état et remise en eau, c'est vraiment très précieux sur le territoire et ça va permettre à des espèces un peu sensibles de nidifier, sachant qu'elles n'ont que ce type de milieu pour nidifier. Donc ça a vraiment un impact important et c'est important de le souligner. C'est un petit peu un refuge, enfin c'est un peu prétentieux de le dire, mais un peu un refuge pour les oiseaux, d'avoir un endroit où il y a peu de passage humain. Pendant le confinement, les plages étaient fermées, donc tous les oiseaux ont été nichés sur le haut de la dune. Et quand ça a été réouvert, tous les touristes ont écrasé les œufs. Du coup, on voit bien la problématique liée au tourisme balnéaire, que ce soit à Carnac ou à la Trinité, où la vie sauvage sur les plages n'existe plus en fait. On n'a pas la prétention de la mettre sur les salines, mais au moins ça fait un petit foyer de résistance
pour que le gravelot, le gravelot à collier interrompu, qui est une espèce en voie de disparition, puisse devenir niché. Mais on a d'autres problématiques où le renard vient, il y a une grosse prédation de renard, donc c'est complexe, mais on essaye quand même. Parce que les marais salants apportent une diversité assez intéressante. Oui, on a parlé des concessions d'huîtres. Ça fait penser, si on peut évoquer ce sujet, et les Anglais sont un peu, j'ai compris, jaloux de la France parce que c'est leur régime foncier du littoral qui empêche la production d'huîtres en Angleterre. Et donc, ma question, c'est, d'une part, est-ce que vous sentez, est-ce que l'Angleterre, c'est un marché? Enfin, ça, c'est la question subsidiaire. La question principale, c'est comment ça s'organise, cette affaire de concession. Je vois, par exemple, dans les Côtes d'Armor, il y a un énorme développement, non pas d'huîtres, mais de moules. Et j'imagine que là aussi, ça repose sur des concessions, sur des arrangements fonciers précis. Vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passe? Oui, alors nous, on travaille sur ce qu'on appelle le domaine public maritime. Donc, effectivement, comme tu disais, chez nous, il n'y a pas de privé, ça appartient forcément à l'État. Alors, il y a à la base un cadastre vraiment bien défini, où chaque ostréiculteur a un petit carré, donc on voit sur les plans, ils ont des petits endroits. On essaye évidemment de ne pas être toujours collé parce que ça apporte, chaque parc apporte quelque chose. Et évidemment, nous les louons, donc on a une redevance à payer. Et ce sont des baux renouvelables de 35 ans. Les filières de moules, j'ai lu un article à propos de ça parce qu'il faut savoir qu'en baie de Quiberon, on ne fait pas de moules. La seule moule du Morbihan, c'est la moule de Pénétin, donc qui est vraiment à la frontière avec la Loire-Atlantique. Et d'ailleurs, j'en ai entendu parler à cause d'eux parce qu'ils voudraient effectivement augmenter un petit peu leur surface de culture, mais ça bloque avec les riverains, les résidences secondaires, etc. Parce que là, il y a une création de concessions. Chez nous, ici, il n'y a pas ça. On reste vraiment sur le cadastre d'origine et pas trop une bagarre. Alors, ce qui peut en créer une, c'est que les parcs qui sont en eau profonde, donc là où les huîtres sont posées directement sur le sol, sont malheureusement envahis de prédateurs, donc dorades, bigorneaux-perceurs, étoiles de mer, etc. Donc, ça commence à être un petit peu un gouffre. Et donc, ces ostréiculteurs essayent de récupérer des concessions sur estran pour essayer de protéger un minimum leur production. Par contre, je suis un peu étonnée pour l'Angleterre parce c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des ostréiculteurs français qui jusque-là partaient s'installer. Alors, l'Angleterre, je ne sais pas, mais essentiellement en Irlande. Pourquoi? Parce qu'ils ont un terrain magnifique, des huîtres qui poussent plutôt pas mal. Des grandes marques, d'ailleurs, font grossir leurs huîtres là-bas parce que elles sont assez charnues et elles ont une belle qualité. Des huîtres qu'on paye très cher à la douzaine, qui viennent d'Irlande. Et donc, là-bas, il n'y a pas de débouché. On va être très honnête, les clients britanniques, ils restent à Carnac-Plage boire quelques pintes pendant les matchs, mais on ne les voit pas manger des huîtres. On voit beaucoup plus d'Allemands et de Belges, par exemple, si on veut rester européen. Les Anglais ne sont pas très friands des fruits de mer. D'ailleurs, on le sent bien parce que là, avec le Brexit, etc., sur la pêche des crustacés, il y a un vrai enjeu. Mais c'est essentiellement l'Irlande et c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt nous, les Français, qui allons leur piquer leur espace, quoi. Voilà, ça, c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Ça répondait à votre question? Oui, tout à fait. Je faisais référence à un livre écrit par un Anglais, peut-être qui était particulièrement ostréiphile. Il y en a certainement, hein. Oui, et puis qui veulent pas. C'est normal aussi d'avoir envie de garder son terroir et qu'ils en consomment ou pas. S'il y a un débouché en France, je comprends les Anglais qui voudraient bien peut-être aussi récupérer leurs concessions pour eux bénéficier du travail et de ce que l'ostréiculteur apporte, évidemment. Ça peut se comprendre. Et à la fin du bail de 35 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, on a le cas ici, puisqu'il y a une transmission entre Hervé, donc le père de Maxime, et Maxime. On a le cas ici, tous les 35 ans, quand votre bail arrive à terme, vous pouvez donc le renouveler très facilement ou le faire changer de nom. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait ici. On a changé le prénom, c'est passé d'Hervé à Maxime. Et puis, si avant les 35 ans, vous voulez vous en débarrasser parce que vous n'en avez pas l'utilité, dans ces cas-là, il faut contacter les affaires maritimes et ça passe en commission. Donc, soit vous avez quelqu'un qui vous dit moi, je le reprends et voilà, et donc il y a une monnaie d'échange quand même pour les parcs, soit personne n'en veut et dans ces cas-là, ce parc va à ce qu'on appelle à l'affichage. Et donc, un ostréiculteur intéressé va venir déposer sa candidature
S'ils sont plusieurs, il y a une commission qui décidera de qui récupérera ce parc. C'est extrêmement contrôlé. Et puis, on favorise aussi, pareil, les jeunes, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de parcs. Voilà, il y a quand même une idée de logique et de développement. Donc, quand il y a même. l'équivalent de la SAFER dans le monde agricole. Eh bien, on est avec eux aussi pour tout ce qui est les bâtiments. Maintenant, un bâtiment ostréicole ne peut plus être vendu pour être transformé, etc., normalement, parce que c'est la SAFER qui est censée donc trouver la fin, régler tous les détails de la vente. Ça nous est arrivé, nous, pour notre autre bâtiment. On a un autre bâtiment avec appartement de fonction au-dessus. C'est la SAFER qui a déterminé le prix, etc. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Voilà, on est propriétaire, mais au prix du marché. Aussi pour permettre aux jeunes de s'installer, parce que tu me disais, avec le sel, tu peux t'installer comme ça. En ostréiculture, c'est très, très dur. C'est souvent le fils d'eux. Faut pas... Ouais, il y a un petit peu de népotisme dans l'histoire. Voilà. Il y avait une question sur les poches, le fait de retourner les poches. Est-ce que c'est mécanisable? Alors, dans certaines parties de France où le sol est assez dur, ils ont réussi effectivement à inventer des tracteurs qui retournent les poches. Mais vous avez vu avec des caoutchoucs. Et donc, pour le coup, on n'a encore pas trouvé de machine capable de remettre les caoutchoucs. Chez nous, dans la baie, c'est injouable. Les terrains, il n'y en a pas un à la même hauteur. Les poches s'enlisent un petit peu. Donc, non, malheureusement, ça ne marcherait pas pour nous. Il y a d'autres systèmes qui ne sont pas mécaniques, mais qui ne sont pas motorisés, mais d'autres systèmes pour. Ah oui, pour les retourner, mais oui, mais c'est tout nouveau chez nous, du coup, j'y avais pas pensé. Effectivement, on est en train de tester chez nous, d'autres ostréiculteurs l'ont déjà fait. Les poches australiennes, ça ressemble à des petites nasses qui sont équipées d'un flotteur, et donc suspendues toujours aux mêmes tables, elles vont avoir l'avantage de se secouer à chaque marée et avec le ressac, en fait. Donc la houle va normalement nous permettre de les brasser toutes seules. Alors on va voir, c'est en test, on vous attend l'année prochaine pour vous donner les résultats. C'est en test. On les installe demain pour tout vous dire, voilà. On fera quelques photos d'ailleurs et vous pourrez voir après du coup, sur le Facebook de l'entreprise. On va faire quelques photos quand même. C'est vrai, c'est nouveau, ça m'était sorti de la tête. En parlant de Facebook, donc, le Facebook de TBD, c'est TBD. TBD 8, et je crois que j'ai mis le pot Carnac, quelque chose comme ça, pour qu'on sache où c'était quand même. Mais oui, en tapant TBD, vous nous retrouverez facilement. Je sais, vous préférez les couchers de soleil, les choses comme ça. Ça marche toujours super bien. Vous donnez quand même l'impression comment dire, de circuits courts exemplaires, de produits très locaux, de qualité, et apparemment sans problème de débouché. Est-ce que cette impression est vraie? Ouais. Toi aussi? Oui, pour le. Enfin, j'y vais. Oui, vas-y, ouais. Pour le sel, en venant dans ce contexte-là de la Trinité Carnac, je savais que ça allait être comme ça en fait, quoi. Il y a un flux touristique assez important, la production n'était pas énorme, donc tout le défi justement c'était de pouvoir en vivre en sachant qu'il y avait un potentiel commercial énorme en fait. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, je refuse plein de magasins aujourd'hui, quoi. J'essaie pas de partir plus loin, donc c'est assez confort et j'espère que ça va durer surtout, quoi. On verra. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ça serait envisageable de créer des marais salons aujourd'hui avec Nilo? Il faudrait que quelqu'un s'y attelle. C'est un gros investissement au départ, quoi. Ouais, c'est un investissement. Il y a une formation à avoir. Il y a les terrains. Il n'y a plus beaucoup de terrains disponibles, des anciens marais salants qui sont disponibles. Justement, dans le Morbihan, au nord du Morbihan, il n'y a plus de marais salants possibles, en fait. Donc là, on fait des marais salants de la Trinité jusqu'à Royan. Arcachon, il n'y a pas de marais salants parce qu'ils ont découvert qu'il y avait trop d'orages estivaux qui pétaient. Et du coup, il n'y avait pas de production de sel. Donc finalement, la fenêtre pour faire des marais salants de ce style-là, je ne parle pas de la Méditerranée, de la Camargue, est assez restreint. Il y a toute la baie de Bourgneuf qui est au sud de Guérande qui a un potentiel énorme et peut-être que c'est là où le sel va se déplacer tranquillement. Mais Guérande, là, ils sont quasiment tous les marais ont été remis en état quasiment. Donc, Ex Nilo, ça doit être effectivement un chantier titanesque, mais déjà de réhabiliter une ancienne saline
quand c'est possible, on peut on a le droit de réutiliser le terrain, c'est déjà aussi un travail. Bah, c'est déjà un premier combat, ouais. Ça a été quasiment le plus dur, bizarrement. Enfin, la remise en état était dure à faire, mais bon, au moins j'y étais, donc j'étais acteur du truc. Avant que le conseil général me donne l'autorisation de commencer les travaux, il s'est passé 4 ans. Quand même, ouais. Et ça, psychologiquement, c'est assez compliqué à gérer, quoi, parce que à l'époque, j'étais à Guérande, j'apprenais le boulot tout en sachant que je ne pouvais pas m'installer à Guérande parce que j'attendais que le conseil départemental m'autorise à faire les travaux de remise en état. Donc, c'est cette partie-là qui est assez complexe à gérer, mais bon, avec de la volonté, ça passe, quoi. Pour revenir à la question d'Armand sur les circuits courts, donc, comme beaucoup de territoires en France, on a une volonté de beaucoup de consommateurs de reconsommer local, et on a vu à Saint-Philbert, en tout cas dans les alentours, des magasins de producteurs ouvrir et prendre de l'ampleur, et c'est vrai qu'on retrouve des produits et même des huîtres dans beaucoup de boutiques de produits fermiers locaux. C'est toute une démarche qui concerne l'ensemble du territoire et l'ensemble des productions finalement. Et surtout dans le coin de la Trinité-Carnac, là, ça pousse comme des champignons. Là. Il y a des magasins de produits locaux, il y en a partout. Il y a Auray, tous les ans, il y en a un ou deux qui s'ouvrent, et à chaque fois, ils appellent pour avoir des produits locaux, dont le sel, et les autres sûrement de Jennifer et Maxime. Mais ouais, c'est assez rigolo. Dès qu'on voit une ancienne s'ouvrir, on se dit tiens, dans peu de temps, je vais avoir un petit coup de fil, et puis ça arrive. Donc, c'est super. Au moins, il n'y a pas toute cette partie commerciale à ne pas gérer, justement. C'est assez agréable. C'est vrai que c'est le cas pour nous aussi, parce qu'on a cette chance folle de ne pas avoir à être dépendant, par exemple, de la grande surface. Nous, 95% de la production est vendue vraiment à la boutique. On a un tout petit peu de restaurant. Bon, après, expédition, mais c'est pareil, on envoie ça chez les gens, c'est vraiment directement. C'est aussi être un vrai commerçant. Vous vendez votre produit que vous connaissez à des gens qui font la démarche de se déplacer. Très honnêtement, vous l'avez vu ce soir, on ne s'ennuie pas, quoi. Il y a une vraie démarche des gens de revenir. Et c'est ce qu'on disait là, hors Covid, depuis presque 10 ans, on a lancé des visites du chantier parce qu'on sentait bien que les clients avaient envie de savoir d'où venaient les produits, comment, le temps qu'on y passait. Et on a senti cet engouement monter au fur et à mesure. Les dernières années, on a fait des soirées les mercredis avec 60-70 personnes. Et c'est intéressé, les gens posent des questions, ils sont... Donc c'est vrai que c'est quand même super chouette d'avoir ce retour des gens qui veulent absolument. Et le confinement, je ne sais pas si ça vraiment ça a joué. Nous, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on était déjà. Mais oui, avec le confinement, les gens ont vraiment pris l'habitude d'aller chez le maraîcher, d'aller en direct en fait, terminer certaines choses. Puis ils ont aussi vu que c'était pas forcément plus cher d'aller directement chez nous, d'aller rejoindre Damien sur le marché ou nous de passer nous voir. Finalement, voilà quoi. Mais c'est quand on a un bon produit aussi et qu'on a une certaine clientèle qui nous est fidèle aussi parce que justement on travaille bien, quoi, je pense. J'espère. Sinon on serait sanctionné, je pense. Non, vous travaillez bien, mais vous en parlez avec passion et ça se sent, quoi. Les clients le sentent, ils reviennent. Forcément, oui, ça joue. Ouais. Un petit peu de temps ou si on a grillé. Alors, on a déjà 8h moins le quart, donc on a un petit peu dépassé, mais c'est très raisonnable. Peut-être une dernière question, s'il y en a encore. Alors, moi, j'ai plus de questions dans le chat, en tout cas. Bon. Pardon, on a fait écouter. Pardon. Il n'y a plus ? Non, il n'y a plus de questions. C'est qu'on a été clair. Merci beaucoup à Jennifer et à Damien d'avoir pris le temps de nous transmettre leur passion et le goût de leurs produits qu'on s'apprête à déguster. Salé, hein. Pour le coup, on est resté dans le même thème. Pas trop de sel quand même. Merci Fanny de nous avoir fait merci à toi. des gens aussi intéressants. C'était vraiment passionnant. Et merci donc à ceux qui nous ont écoutés et puis à Aurélia et Nicolas qui n'ont pas la chance de pouvoir partager cet environnement exceptionnel, mais c'est partie remise. Oui. Je pense qu'ils reviendront vous voir. Hein, je suis assez sûr. Pas à se présenter parce qu'on les a pas bien vus là dans les petites cases. Surtout, on a compris qu'il y avait des sites web avec des transporteurs rapides. Oui,
Oui, quand ils veulent. Je pense qu'avec Nicolas, vous allez avoir un bon client là. Pas de problème. Et puis, c'est ce qu'on avait dit, on fait un petit cadeau à vos abonnés. Voilà, si quelqu'un commande avec la carte, je sais pas comment ça marche, tu m'expliqueras. Oui, alors peut-être On remettra, voilà, un petit mais mail, ouais, il y aura un petit geste fait sur les huîtres, voilà, sur les huîtres, si vous êtes tenté pour en faire expédier chez vous. N'hésitez pas à nous dire. C'est-à-dire qu'on aura les numéros 3 au prix des numéros 4. Non, on fera carrément une petite remise sur les huîtres. Sur le D'accord. transport, on peut pas, mais sur les huîtres, Super. voilà. Voilà. toutes ces infos, oui, on enverra. Et si vous voulez, évidemment, profiter du transport, on pourra glisser. Ah oui, oui, Voilà, bah n'hésitez pas, parce qu'effectivement, Damien le disait, le transport est très cher, donc tant qu'à prendre les huîtres, Ah, vous bah pouvez oui, effectivement prévoir une petite place pour vous ajouter les produits de Damien. Et en cadeau Donc, bonus, une n'hésitez tablette pas. de chocolat. Voilà. Ça, c'est pas sûr, parce que Maxime pourrait la manger avant qu'elle arrive. Ah, d'accord. Si, puis il y avait le sel avec le piment d'Espelette là qui avait l'air. C'est Ok. bon, on en a, donc vous pouvez Ouais, c'est lui pas mal. le commander, même en passant par… Ouais, Ah ouais, ouais. nous, on en met partout de celui-là. Ouais, mais il faut pas trop en mettre, c'est 5 grammes par jour. Faut faire attention aussi à votre santé. Ça l'est peu, mais ça l'est bien. Voilà. Voilà. Et ce que je vous souhaite, c'est le succès de Rollinger. Hein. Moi, je vais souvent à Saint-Malo. Enfin, je vais entendre parler. Ouais. C'est fou. Hein. Bon, c'est plus vraiment du local, là, parce que ça vient Ouais. souvent de très loin. Moi, j'ai pas l'ambition de manger, mais Et ça marche très fort. Hein. ouais. Voilà, bah, encore merci à tous. Merci Alain aussi d'être venu à nous pour préparer et animer cet événement. Et on vous dit à tous à très bientôt par nouvelle ou peut-être chez nous. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, bravo.